Son dernier mot, car 2 ans plus tard, un proche de Richard Vallée se met à table. Serge Canel dévoile des faits jusque-là inconnus des policiers. José Bernard est caporal au service des enquêtes sur le crime organisé. C'est lui qui, plusieurs années après les faits, a réouvert le dossier en obtenant des confidences d'un criminel. Expliquez-nous, M. Bernard, comment vous avez repris ça, ce dossier? Alors, au plus fort de la guerre des moteurs, vous comprendrez que les services policiers se sont associés à de différents collaborateurs, dont un de ceux-là nous a donné des éléments nouveaux, de la preuve nouvelle permettant de réouvrir le meurtre de Lee Carter, qui était à ce jour non résolu. Alors, suite à une enquête, de concert avec les autorités new-yorkaises, on est en mesure de porter des accusations contre Richard Vallée, l'incriminant pour le meurtre de Lee Carter. En 1996, Richard Vallée est de nouveau arrêté. Cette fois, les autorités de l'État de New York réclament son extradition pour l'accuser du meurtre de Lee Carter. Détenu à la prison de Rivière-des-Prairies, il est impliqué dans une bagarre avec des adversaires des Rock Machines. Blessé à la mâchoire, il est conduit ici à l'hôpital Saint-Luc, où des complices ont prévu le coup et le font évader. Comment un gars comme Richard Vallée peut-il se cacher pendant des années sans que personne le retrouve? C'est qu'on a des belles maisons au Mexique, on a des résidences en République dominicaine. Écoute, on a des places pour cacher du monde un peu partout dans le monde. C'est pas dur. Nous autres, quand on dit à un gars, tu t'en vas là puis tu restes là, il bouge pas de là. Et pourquoi la police n'est pas capable de retrouver ces gars-là? Parce qu'ils sont très bien cachés, c'est pour ça qu'ils ne trouvent pas. Dans votre recherche des criminels comme Richard Vallée, vous avez même utilisé Internet, votre site Internet. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Bon, il y a de l'information qui rentre régulièrement sur la ligne 800, mais comme je vous dis, à date, il n'y a aucune information qui nous a permis de procéder à son arrestation. Il n'y a pas juste la Sûreté du Québec. L'ensemble des corps de police impliqués dans la lutte aux moteurs criminalisés ont mis la photo de Vallée sur le site Internet. En Europe, on sait que les gens sont au courant que Vallée, plusieurs agences policières sont au courant que Vallée est recherché. Il y a beaucoup d'efforts qui est mis, mais on n'a pas d'informations assez précises pour être à l'arrière de Vallée, on peut dire. Quand vous voulez avoir du renseignement, est-ce que vous avez des limites? Il n'y a aucune limite. À un point tel que si l'information que j'ai besoin est cruciale, importante, il m'arrivait même de rentrer sur du monde, écoute, de casser des jambes, de prendre des enfants en otage. Certains membres de ma gang aussi ont menacé des parents, des proches. Il n'y a aucune limite. S'il y a une information qui a besoin d'être savoir, s'il faut faire mal à du monde, on fait mal à du monde. Quand c'est crucial, il n'y a aucune limite. Pour obtenir de l'information ou protéger leurs activités illicites, les motards sont prêts à tout. Comme vous allez le voir dans cette enquête, où même un meurtre a été enregistré. Le 4 février 2000, à Notre-Dame-de-la-Merci, dans la région de la Nodière, le cadavre d'un homme est retrouvé en bordure de la route 125. Le service des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec ne peut identifier la victime car le cadavre est recouvert d'un vulgaire sac de poubelle et ficelé avec un ruban en plastique. Toutefois, les policiers ne tardent pas à identifier leur agent source, Claude Dessert. Claude Dessert était membre des Rockers et chargé par un de ses chefs, Serge Boutin, de l'organisation d'une des cellules de production et de vente de marijuana. Pour une raison qui demeure obscure, Claude Dessert agissait comme agent double pour le compte de l'escouade Carcajou. Il avait entre autres mené des policiers à la découverte d'un entrepôt où se trouvaient 200 kilos de marijuana. Après son meurtre, une rumeur circule dans les médias à l'effet que ce fut une taupe au sein de la police qui aurait vendu le double rôle de Dessert aux Rockers. La rumeur de l'implication d'une taupe s'est avérée fausse. C'est plutôt à l'aide de renseignements obtenus par les Hells Angels par le vol d'un ordinateur portable que Claude Dessert a perdu sa vie. Donc, Claude Dessert est informateur, mais comment c'est découvert que lui est informateur? D'après notre enquête policière et d'après les informations justement qu'on a recueillies auprès du milieu, c'est qu'en décembre 99, lors de la fête des Hells Angels à Sherbrooke, au motel Delta à Sherbrooke, il y avait eu vol à ce moment-là d'un ordinateur portable, d'un agent de renseignement. Et c'est suite à la découverte de ce portable-là que les motards ont infiltré le portable et auraient découvert que Claude Dessert était un agent source qui travaillait pour la police.
Était-ce une négligence de la part des policiers ou encore un bon coup de l'escouade de renseignement des Hells Angels? Mais toujours est-il que l'ordinateur portable trouvé dans la chambre du policier a permis, après une analyse fouillée, aux Hells Angels de découvrir l'informateur au sein de leur groupe, c'était Claude Desserre. C'est pas un rapport de source là, clairement identifié qui disait « source était un tel ». C'est vraiment un travail de moine, un travail d'analyse de renseignement, un peu comme la police vous allez faire quand vous enquêtez sur une organisation criminelle. Vous allez mettre en place différentes pièces du puzzle. C'est bien ça. Dans le présent dossier, c'est effectivement la découverte de plusieurs petites amalgames d'informations qui a fait que les Hells Angels sont arrivés à la conclusion que Claude Desserre travaillait pour la police. Un autre élément issu de la guerre du renseignement rend cet incident encore plus sordide. Serge Boutin, l'obscur patron de Claude Desserre chez les Rockers, savait donc que Desserre était un agent double pour l'escouade Carcajou. Il s'arrange ainsi pour un meeting avec Desserre dans un chalet de Notre-Dame-de-la-Merci. Les motards veulent tuer Desserre qui lui porte une mini-enregistreuse cachée dans sa ceinture. La police pourra donc entendre l'enregistrement du meurtre de Desserre. Lorsqu'on écoute attentivement la bande audio, on constate qu'à ce moment-là, Serge Boutin demande des précisions à Claude Desserre sur, présentement, la marijuana qui était sur la rue, sur la liste de comptabilité. Et on voyait fort bien là, que Serge Boutin savait de quel sort qu'attendait Claude Desserre. Donc, Desserre arrive avec Boutin à un chalet dans un petit coin isolé de Notre-Dame-de-la-Merci. Effectivement. Lorsqu'ils sont montés en direction de Notre-Dame-de-Merci, on constate là, que les discussions que Boutin a envers Desserre. Et lorsqu'ils arrivent au chalet, toujours selon l'écoute de la bande audio, on remarque à ce moment-là que Claude Desserre est amené à l'intérieur d'un chalet. Et à ce moment-là, on remarque sur la bande audio qu'au moins un troisième individu demande deux questions à Claude Desserre. Dans un premier temps, il demande « Depuis quand tu travailles pour la police et pourquoi tu travailles pour la police? » Et à ce moment-là, c'est là qu'on entend une détonation. À ce moment-là, lorsqu'on écoute la bande audio, on constate que au moins les deux autres personnes qui sont présentes sur les lieux enrubannent les mains et les pieds de Claude Desserre et lui apposent un sac à poubelle sur la tête. Le lendemain, vers 7h30, Claude Desserre est retrouvé sur un banc de neige sur la route 125 à Notre-Dame-de-la-Merci. Et durant tout ce temps-là de la soirée, là, les policiers qui étaient en surveillance ont perdu contact avec Desserre et on le cherche partout, mais on ne le retrouve pas. Vous comprendrez que les groupes de motards criminalisés sont très à l'affût de nos méthodes de surveillance physique. Et lorsqu'on circule dans des endroits isolés, il y a une certaine distance qui est gardée à l'égard des véhicules de ces criminels-là. Et lorsqu'on était rendu dans la région de Notre-Dame-de-Merci, c'était un endroit qui était isolé, c'était un endroit qui avait plusieurs petites routes. Et à ce moment-là, la filature a perdu le véhicule de Serge Boutin. Desserre a été victime de la guerre du renseignement. Un vrai monde d'espionnage, d'agents doubles, d'agents secrets. Un monde où les gens doivent constamment regarder derrière leur épaule. Mais quelles sont les motivations derrière cette traîtrise? Qu'est-ce qui pousse un membre du milieu à devenir un informateur de police, un agent source? Est-ce que c'est le remords? Le remords, c'est assez rare. Par contre, le facteur de la vengeance arrive souvent en ligne de compte lorsqu'ils veulent faire affaire avec nous, les policiers. Ou aussi quelqu'un qui pense que sa vie est en danger. Effectivement. Lors de la pression des groupes de motards, souvent, ils ont des pressions énormes. Souvent, il y a des grosses sommes d'argent qui sont en jeu. Et à ce moment-là, les personnes en question décident de venir nous voir pour se sortir du milieu. La guerre des motards entre les Hells Angels et les Rock Machines, devenus Bandidos, a fait près de 170 victimes. Mais c'est ici, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, que s'est déroulé un des chapitres les plus sanglants de cette guerre, en août 1995, ici même, tout près.